Bonjour à tous, bienvenue au podcast Bière et Bicep. Donc, on commence avec le traditionnel chin-chin. Et chin boys! Yes! Grosse journée pour vous autres? D'améliorer notre setup. On a une bière en avant, fait que pour les auditeurs. Mais ouais, ça intéressant. Fait que David, tu reviens d'une pratique? Oui, un petit entraînement avec les jeunes que j'entraîne. C'est des plus jeunes. Aujourd'hui, je remplaçais le groupe plus jeune, mais les autres, mes patineurs qui s'en occupaient étaient plus. C'est quoi? C'est le patinage à vitesse. Aujourd'hui, j'avais des 10, 13, 14 ans sur la glace. Quand même. Sinon, d'habitude, c'est autour de 13 à 19. C'est quoi le niveau que tu coaches là? Ben, moi, le niveau que j'entraîne d'habitude au niveau régional, puis même au niveau du Québec, j'entraîne du provincial élite à du national. Okay. Ça veut dire que je vais avoir un peu prédisposition. Comme c'est fait, c'est comme des pôles d'entraînement partout au Québec. Il y en a chaque région un peu un pôle d'entraînement. Ouais. Après ça, on s'en va dans les deux pôles d'entraînement qui sont Québec-Montréal. Puis après ça, on s'en va dans le pôle national. Okay. Fait que t'as comme c'est une structure qui est comme un peu pyramidale, on pourrait dire, mais sans avoir l'argent. Ouais, c'est ça. Attends, faut pas dire ça, là. Il va y avoir du monde qui va arriver. On va nous couper, là. On va nous péter les C'est ça. Sinon, Mick, toi? Ben moi, écoute, moi, avec mon enfant, on a relaxé, chillé. Et quel âge ton enfant? Il a 3 ans et demi, mais il va pas encore d'être patin de vitesse. Là. Non? Non. Par contre, je pense qu'il a commencé à bencher 2 plaques. Hein? Deux plaques de 5 livres, oui. Oui, c'est ça. Oui, absolument. Il est fort. Non, mais honnêtement, tu sais, je vais juste faire une petite parenthèse là-dessus. J'avais quand même initié un petit peu au patin, justement, l'année passée. Il a tombé. Puis il voulait pas rien savoir, tu sais. Lui, il voulait que je le glisse, puis que je prenne mes bras, puis il allait. Mais cette année, pour vrai, comment c'est la première étape des jeunes, c'est découvrir la glace. C'est comme, en fait, là, les écoles de patin, ou bien les écoles de patin artistique ou hockey, ça apprend à marcher sur la glace, à se déplacer. Fait que tu patines ou que tu patines pas, il n'y a pas d'importance. C'est de développer les mêmes patrons moteurs qu'ils vont faire à l'extérieur sur la glace. C'est-tu normal que mon patron moteur, ça n'a pas été de glisser, mais bien d'atterrir sur mes fesses tout le temps? Mais ça, on appelle ça un moron moteur. Ouais. OK. C'est pour ça que tu fais de la course. Ouais, c'est pour ça. C'est pas patiner. Ouais. Non, mais pour vrai, écoute, il a quand même bien initié ça cette année. Là. Il est rendu qu'il est capable de se mettre debout, d'avancer tranquillement, de faire des bonnes distances quand même. C'est juste que des fois... 2 km, 6 km. 200 mètres. Ah, OK. Non, pas 200 mètres. Quand même environ 20 mètres. Une longueur de glace, c'est 180 pieds. Ouais, c'est bon. Correct. Fait qu'il fait au moins 100 pieds. C'est bon. Ça donne bien que tu parles de ça. Toi aussi, David. Écoute, le sujet d'aujourd'hui, on va parler des enfants. Juste ça. Ben, les enfants, on parle de où, les enfants? On parle des enfants jusqu'à jeunes enfants, jusqu'à l'adulte. Ben... On va parler comme un peu plus de... pas l'encadrement au niveau sportif des enfants, mais plus ce qu'on peut voir depuis plusieurs années qui fait que on voit les enfants qui pratiquent toujours le même sport ou qu'ils sont toujours une pression pour pouvoir performer dans ces sports-là dès le jeune âge. Donc, on va voir qu'est-ce qui englobe comme le processus sportif de chez l'enfant. Pas son développement dans son sport spécifique, mais qu'est-ce qui l'entoure. Puis, comment part ton expérience, David, comme... C'est sûr que moi, je suis un vieux de la vieille, fait que j'ai de l'expérience depuis les années 90, mettons, puis moi, ce que je trouve bizarre là-dedans, je vais être bien franc, comme en entrée de jeu, c'est que quand on n'en parlait pas, les jeunes faisaient plein de sports, mais depuis qu'on en parle, il y a plus de spécialisation, je trouve. Tu sais, dans les années de 90-2000, même avant ça, 70, 80, les jeunes à l'école, ça bougeait, ça allait à la cour de récré, les filles jouaient à Marielle à l'extérieur, ils développaient de la vitesse, développaient de l'explosion. Les petits gars, ça jouait au ballon, les filles et les gars, ça jouait ensemble. Ça jouait plus à l'extérieur. Plus on a évolué, plus la science s'est développée. Si on regarde Mario Léoné, qui est un des précurseurs ici au Canada, au Québec, qui a développé ça, ben la spécialisation s'est faite un peu par le développement des sports. Chaque sport, à un moment donné, c'est devenu le soccer, le patinage de vitesse, on regarde le hockey, surtout le hockey au Canada, au Québec, au Canada. C'est des sports qui ont demandé une grosse spécialisation au départ. Puis, même si on avait conscience que les jeunes en ont besoin. Il y a une part de parents, une part de la société, une part des organisations. De plus en plus, par exemple, on revient vers la fin inverse, c'est que les sports commencent à se désenclaver en se disant, ben, pourquoi ils ne feraient pas d'autres sports? Fait que là, c'est là que ça commence à venir. Tout à fait. Mais présentement, je trouve que depuis qu'on en prend conscience, il y a moins de personnes, je trouve, qui font la spécialisation. Mais tu sais, le monde est souvent surinformé, puis avec les technologies qu'on a, le monde a moins de, comment dire, il y a moins d'intérêt vers d'autres sports. Fait que des fois, ils font juste un sport,
pour combler un petit peu leur manque. C'est surtout notre mode de société aussi. Tu sais, les parents travaillent, les parents vont vite. Ouais. En région, je pense que c'est plus facile de faire plusieurs sports. Okay? En région, là, la plupart des athlètes que je connais ou des personnes font au moins 2 sports. C'est sûr, ça dépend du parent, ça dépend du travail. Et si on regarde dans une grande ville, je peux comprendre. Des fois, à Montréal, ben là, moi, je l'amène au patin, mais aller au soccer à l'autre bout, aller au soccer au hockey, puis aller faire un autre sport durant l'hiver, c'est difficile. On utilise beaucoup les saisons au Canada pour dire ça, mais tu sais, ça devrait être dans un mode de vie normal, tu sais, de dire, ben même dans le sport, tu peux faire d'autres sports. Ouais. Puis on n'est pas obligé de faire du hockey tout le temps aussi. Quand on parle de spécialisation, c'est que on n'est pas tout le temps de faire du hockey organisé. Ça peut être du hockey aussi. Ils vont se développer autant les jeunes différemment en faisant du hockey dans la rue, à jouer au hockey push ou au hockey sur la glace. Ça fait des stimuli différents. Même chose qu'au soccer. Le Dr Côté, qui vient de l'Université Queen, lui, il a fait des grosses études là-dessus. Autour des années 2015, sa dernière étude, je pense qu'il a fait 2017-2018, autour de ça. C'est un chercheur, lui, il a fait vraiment sur le développement de l'athlète. Il a découvert d'autres aspects aussi de la spécialisation qui fait que, est-ce qu'on est obligé de faire tout le temps le même sport? Par exemple, il y a beaucoup dans le soccer, en Europe, au Brésil, des choses comme ça. Il a découvert que les meilleurs joueurs de soccer sortaient de cette ville-là. Pourquoi? C'est qu'ils étaient dans des milieux, exemple, le jeune peut jouer au soccer dans une surface qui est instable, avec un ballon qui est semi-rond. Après ça, il va jouer un semi-organisé sur un terrain avec ses amis. Puis un moment donné, il va jouer sur la plage. Puis l'autre fois, il va jouer au soccer organisé. Fait que le développement fait qu'il s'amuse, il fait d'autres choses que se développer. Mais en même temps, la spécialisation au Québec, au Canada, des milieux qui sont plus un peu riches, en fait, là, ben, elle est plus grande, je trouve. Oui, mais tu sais, tu parles du Canada, mais moi, j'avais comme en tête aussi que moi, ce que je trouve intéressant, on va aller peut-être un peu plus vieux que les jeunes, mais je pense que je ne sais pas si les jeunes dans ce milieu le font, c'est vraiment au niveau des États-Unis. Tu sais, on parle au niveau universitaire. Là, je vais un petit peu plus loin que les jeunes, mais au niveau universitaire, souvent, ce qu'ils font, c'est que tu as un sport, mais tu as un deuxième en parallèle dans la saison morte. Au niveau scolaire, au niveau scolaire, pour vraiment aller chercher d'autres qualités physiques ou vraiment au moins maintenir la forme. Fait au moins, tu vois comme des gens comme Tom Brady ou Michael Jordan, exemple, qui ont déjà, eux autres qui ont réussi à se démarquer dans d'autres sports que, mettons, le basketball pour Michael Jordan, puis Tom Brady. Ouais, Michael Jordan, si tu donnes ça comme exemple avec le baseball, il s'est pas tant bien démarqué. Non, mais il était bon, il était jeune, par exemple, au baseball. Sa reprise était pas tant bonne. Meilleur. Mais là-dessus, il faut faire attention aussi. Aux États-Unis, il y a quand même un gros pourcentage, une grosse population. Ils sont au-dessus de 275 millions, ils ont quand même un gros cash avec ça. C'est ça, fait que c'est l'aspect socio-économique est quand même négligé. Fait que si tu regardes au niveau strate de société, ceux qui sont pauvres sont quand même moins entiers. À comparer au Québec, je pense là-dessus, ça, on est peut-être un peu plus à ce niveau-là. Le côté scolaire commence. Mais oui, effectivement, si on regarde un développement d'un athlète à partir de son high school aux États-Unis jusqu'à son universitaire, on va pouvoir faire plusieurs sports. C'est le nombre de joueurs qu'on voit dans les LNH ou bien basket ou MLB, football, ils sont capables d'être recrutés dans trois sports majeurs, dans le fond, ben ça aide. Parce que des fois, ce qui pose problématique quand tu te surspécialises dans un sport, c'est que ton développement est tellement précoce qu'au moment que tu es au pic de ta carrière, disons, que c'est là pour te démarquer, il y a des notions que tu n'as pas nécessairement. Comme, mettons, on pourrait te donner un carrière au football. Il est très bon pour lancer, mais pour se déplacer, des fois, pour se démarquer, pour aller chercher une meilleure zone vision de jeu, la meilleure vision de jeu, il l'a moins. C'est pas parce qu'il a un talent, mais il y a des notions qu'il n'est pas capable de faire face nécessairement comparativement à d'autres sports. Je sais pas si tu peux... oui, effectivement. Moi, j'ai vu un cas, exemple, je ne parlerai pas, au niveau junior majeur, un joueur de hockey, il arrivait du juvénile 3. C'est un des meilleurs joueurs dans l'équipe il y a 2-3 ans. Je ne dirais pas le nom de l'équipe et le nom de joueur, je n'ai pas sa permission. Mais ce joueur-là, c'est un carrière au football à Montréal. Dans la région de Montréal. Mais il faisait du hockey aussi juvénile, mais il n'a jamais performé dans les deux. Oui, il performe au football parce que c'est le carrière de l'équipe, mais il n'a jamais performé au hockey tant que ça. Il y a un coach dans une équipe que lui, il l'a vu jouer. Il y avait un potentiel. Mais le joueur est tombé de la 4e ligne, même là, à faire du benching, à 2 ans, à être dans le meilleur. Pour une chose, il n'avait pas peur de jouer dans le trafic. Pas peur d'avoir une vision de jeu plus grande. C'est un carrière. Fait que, tu sais, tu as joué au football comme moi. Ta vision de jeu est très ouverte. Puis lui, il avait besoin de lire les choses. Il n'avait jamais la tête basse quand il jouait au hockey. Fait que son transfert s'est fait en agilité, en hors-glace. C'était plus puissant que la plupart des autres joueurs de hockey. Sa capacité à absorber était meilleure.
Lui, Lui, son ça a fait frère, l'effet inverse. oui, ça a fait l'effet inverse. Puis son frère, le père avait une mentalité de faire plusieurs sports. Le frère était quand même dans un niveau football avancé. Sa sœur a joué aussi, elle faisait du hockey aussi de haut niveau. Fait que, tu vois des fois que l'encadrement familial est important. Je pense que c'est de moins en moins on essaie de moins les spécialiser de nos jours aussi. Les sports en sont conscients. On est chanceux, Internet, les informations arrivent vite. Puis si on veut vraiment qu'un athlète, c'est plus comme dans les années début 2000, fin 2010, où ce que mon jeune, il faut qu'il joue au hockey. Tout le temps. Ouais, parce que pour eux autres, c'était comme pour qu'ils percent, faut qu'ils jouent jeunes, parce qu'il y avait juste ça de logique pour eux autres. Puis là, il regardait comme passionné qui était Sidney Crosby, mais Sidney Crosby a fait d'autres sports. Mais oui, c'était un passionné. Sidney Crosby, son père fallait qu'il l'arrête. Il chatait dans sa sécheuse, tout ça, il a scrapé les chercheurs chez eux. Mais tu sais, lui, c'est un passionné. Fait que lui, tu peux pas l'enlever de sa passion, mais il a fait faire d'autres sports. Mais tu sais, on peut pas comparer à des athlètes des fois. On peut pas comparer un athlète à un autre. T'sais. Chaque développement est important. Puis des athlètes comme Sidney Crosby, il y en a dans chaque sport. Mais ces gars-là, comment ils sont arrivés là? Ben, c'est souvent aussi qu'il y avait une génétique, qu'il y avait un pouvoir interne meilleur. C'est ça, c'est un petit pourcentage. Ouais. Mais il y a dans la Ligue nationale, des joueurs, par exemple, qui n'étaient pas nécessairement dans les meilleurs, mais qui se sont rendus quand même à haut niveau. Ouais. Je pense aussi que c'est beaucoup l'encadrement comme ça, qui est important. Puis aussi, où est-ce qu'on grandit? Le milieu de vie est important. Énormément. Les parents vont faire une grosse différence là-dessus. Puis aussi les municipalités. Si on regarde des municipalités comme Montréal, avec ton jeune, ben, l'accessibilité au sport est peut-être plus difficile ou plus de distance, plus de trafic. Fait que tu vas être porté tout le monde au même endroit, faire d'autres sports. Peut-être qu'il va faire un sport d'été, un sport d'hiver, OK. À l'école, peut-être un petit peu. Mais si tu regardes une région comme le Saint-Lac-Saint-Jean, la Beauce, la Gaspésie, il y a beaucoup d'athlètes qui sortent de là, puis c'est des athlètes performants. Pourquoi? Leur accessibilité au sport était plus grande. Aller à l'aréna, puis aller porter ton jeune après ça au basket, puis aller faire un autre sport ou aller jouer dehors, c'est facile. À Montréal, aller jouer dehors dans la rue, plus difficile. Mais on parle de Montréal, à Montréal, pas Laval, les régions autour. Mais si on regarde la population plus grande, aussi, la ville va donner des infrastructures. Ben, à Montréal, ils payent leurs heures, fait que faire un sport, c'est plus cher peut-être. Mais ici, faire un sport, ça coûte moins cher de beaucoup versus d'autres régions parce que les heures de glace sont payées par la ville. Des choses comme ça. Fait que, tu sais, où il y a un support où ça traverse ça. Fait que les sports se parlent un petit peu plus aussi. Fait qu'ils sont plus laissés aller. Début de l'année, moi, au patin vitesse, moi, je sais que le soccer n'est pas terminé. Il va être dans les séries. Il y a des joueurs de baseball qui ne seront pas là. C'est pas grave, ils manquent des pratiques. C'est correct qu'ils font d'autres sports. Fait qu'ils arrivent, ils sont prêts. C'est ça. C'est comme jouer avec ça. Faut arrêter de se culpabiliser qu'il faut performer tout le temps. Il faut apprendre avant tout à aimer le sport. Parce que là, tu mentionnes justement que c'est plus accessible dans les régions plutôt qu'à Montréal pour certains aspects, mais d'autres aspects que c'est complètement l'inverse. Parce que tu te rends compte que les infrastructures dans les régions dans lesquelles tu as moins de budget, des fois aussi les parents sont un peu moins nantis, mais en tant que tel, tu as moins de budget. Fait que des fois, si tu veux avoir la chance pour ton jeune, exemple, de performer dans un certain sport, mais il faut que tu le déplaces dans les grandes villes. Parce que tu as beaucoup plus d'infrastructures, d'installations. C'est sûr qu'en région, tu vas avoir des sports plus traditionnels. On va avoir le baseball. Il y a des terrains de baseball partout. Tu vas avoir le soccer. Terrain de soccer, c'est pas trop dur à faire. Il y en a tout le temps un dans chaque ville. Une aréna. Il y en a dans tous les arénas au Québec. Tu vas avoir du patinage artistique puis du hockey. C'est facile. Le patinage de vitesse, peut-être un peu parce que c'est mon sport, mais quand même pas un des sports majeurs quand même au Québec. Mais c'est vrai qu'il y a des sports. Fait que c'est sûr que, point de vue féminin, peut-être que c'est d'aller chercher d'autres types de sports qui y a peut-être un petit peu moins. T'sais. Mais même s'il prend un autre type de sport, je prends par exemple le hockey. Parce que en tout cas, à mon opinion, ça a l'air d'être le sport, peu importe la catégorie d'âge, que ça nécessite pour les parents un plus gros budget par saison. Surtout à les hauts niveaux. Mais c'est encore drôle. Mais on va y revenir, mais continue. Parce que, tu sais, si je comprends, les patins, tu peux pas faire comme avec des chaussures. Tu sais, oui, les chaussures, tu peux prendre une certaine taille, puis au pire, si tu grandis, c'est pas si pire. Mais les patins, il faut que ça soit moulé à ton pied. C'est plus cher. Non, pas nécessairement moulé. Nous autres, dans le fond, à différence d'un patin de hockey, tu peux trouver facilement. Nous autres, on va prêter l'équipement jusqu'à un certain niveau. Quand tu dis vous autres, c'est le club, les organisations vont avoir des budgets parce que c'est trop compliqué d'avoir des patins au début. Ils disent aux parents d'aller acheter, il n'y en a pas dans le coin de la rue. Mais en général, c'est difficilement achetable en ligne. Il faut que tu ailles essayer ça. En ligne, ça se fait bien, mais il faut que tu ailles les essayer. C'est pour ça que nous autres, on a mis à avoir un grand stock d'équipements à prêter, ce qui diminue le coût aussi. Parce que ça, en général, juste ça peut coûter combien? Moi, un de mes patineurs de haut niveau, ça peut coûter, juste sa paire de patins peut coûter 2700$. Mais ça, c'est pour de vitesse. De haut niveau. Ouais. Juste les patins. Juste le patin, puis une lame peut durer, c'est 1000$. Mais tu sais, pour un plus jeune, mettons, 500$ pour un kit de patin de lame.
Puis après ça, parce que nous autres, c'était séparé un peu, les lames et les patins. Tu as différents niveaux. Mettons, 300-400 $, dépendamment. Un patin va l'avoir. C'est pour ça que nous autres, on aime mieux charger 100$ pour une location. Puis nous autres, on s'occupe. Au bout de la ligne, on rentabilise l'achat. Mais tu sais, ça peut être cher. Après ça, on a des skins de protection. C'est pas rien qu'un sou de lycra. C'est un sou avec du dynamo en dedans qui est 10 fois plus résistant que du Kevlar. Donc, pour éviter que tu te coupes. Tu te coupes et tout ça. Fait que, même à bas âge, on n'a pas le choix. J'ai vu des accidents. Fait que, c'est un peu l'équipement. Mais après ça tombe une saison comme tous les autres sports. Tu peux quand même garder ton équipement. On parle qu'un sport, là, OK, est cher, mais tous les sports sont chers. Au bout de la ligne, quand tu veux faire de la performance, mais quand tu veux juste t'amuser. Mais juste pour t'amuser, mettons. Là, je prends le hockey encore parce que oui, tu as les patins. Mais après ça, tu as tout ton kit de joueurs, que c'est tous tes pads que ça nécessite, que tu grandis, puis je sais pas comment c'est fait les sizes, mais tu sais, il y a sûrement des catégories spécifiques dans tes vêtements ou dans ton pad que après une certaine tranche d'âge, il faut que tu switches pour autre chose. Ça le fait plus souvent, puis ça a l'air d'être le sport que ça nécessite le plus d'équipement qu'il faut que tu changes. Mais ça coûte plus cher. C'est plus au niveau du bâton, je pense que c'est ça, mais sinon, il y a quand même un moyen d'aller chercher du beau stock qui est usagé. Tu sais, il y a beaucoup de, boutiques, mais beaucoup de boutiques. C'est pas Opus, justement, dans la région c'est ça. Moi, je donne pas de boutique, mais si tu l'as nommé, c'est pas Opus. Moi, je vais là même pour mes patins de hockey moi-même. Mais ça peut être des boutiques que, justement, ils font de la revente de matériel usagé. Mais le but, c'est de rendre accessible ce sport-là. Fait que je pense que même les organisations, même si le sport est cher, ils vont tout le temps trouver une façon pour une personne qui est défavorisée ou mais qui a plus de difficultés financières de régler cette situation. Chaque organisme a des budgets un peu pour ça. Puis il y a des fondations de plus en plus. Ça, je pense que le sport, on est capable de le rendre accessible par le socio-économique, mais chaque organisme a un peu cette valeur-là aussi qui est importante pour tout le monde. On veut faire bouger tout le monde. C'est sûr que ça devient cher à un certain moment, mais quand on connaît la particularité de quelqu'un, on est capable. Moi, j'ai une patineuse que je suis présentement, que ses parents ont moins d'argent, c'est elle qui travaille pour venir patiner. Ben moi, je l'aide au niveau de l'équipement. Tu sais, moi, je suis dans l'usager. Moi, je travaille les lames, fait que je suis capable de trouver des bonnes. Fait que des fois, c'est jouer avec ça. Au niveau du développement, là, physique, là, c'est l'autre histoire. Mais dans ce temps-là, le développement, tu sais, on en parle un peu moins, mais je pense que ça reste quand même l'aspect le plus important pour que les jeunes adhèrent à un sport, tu sais. Tu sais, ceux qui savent pas, tu sais, j'ai un podcast qui s'appelle La Barre Haute, puis j'ai déjà fait un sujet là-dessus sur le développement à long terme de l'athlète, donc le DLTA. Donc ça, c'est une liste un peu d'étapes, ce que tu retrouves au niveau du Canada sur le développement d'un athlète, puis ça part vraiment d'un très jeune âge jusqu'à même l'âge adulte et même les aînés. Puis là-dessus, si je peux faire une histoire courte, c'est que l'intérêt dans le développement, c'est surtout que la personne ait du plaisir. C'est qu'il faut que tu commences avec le plaisir, puis il faut expérimenter les choses avant toute chose. On parle du hockey, on parle des sports peut-être qui sont un petit peu plus... Ou ce que souvent au Canada, tu sais, vu que le hockey c'est le sport national, tu t'en vas plus là-dessus, en général, au niveau de tes jeunes. Mais le problème, c'est que des fois, on veut trop en mettre. Fait que ce qui arrive, c'est qu'on pense pas nécessairement à ce que le jeune peut ressentir, entre autres, peut-être qu'il peut ressentir de la pression quand c'est pas nécessairement le but, juste parce qu'on achète l'équipement, on l'inscrit. Beaucoup d'anxiété de performance. Là. Oui, puis tu sais, il y a aussi des sports, tu sais, comme les cliniques là, de patinage, de vitesse, de perfectionnement. Il faut faire attention avec ça. Puis surtout, ces cliniques-là, quand il y en a, ça peut être bien, mais ça peut être mauvais dépendamment de comment c'est appliqué. Si c'est juste pour la performance que tu vas sélectionner tes personnes, je trouve ça moins bon. Mais quand tu rentres dans l'inclusion, tu veux intégrer tout le monde, tu veux mettre ça sur le forme amusement, là, ça peut être intéressant. Il y a une façon de faire ces cliniques-là, tu sais, parce qu'il y a aussi l'aspect social du jeune. Tu sais, quand on parle du développement de l'athlète, l'aspect social est important. Tu as parlé d'anxiété de performance, que les jeunes en visent beaucoup avec les technologies, c'est qu'ils veulent tout de suite avoir tout. Ils veulent avoir des bonnes notes à l'école, ils veulent avoir beaucoup d'exemples. Moi, j'ai des personnes qui ont des 95%, que quand ils ont 90, ils braillent leur vie. Puis ça affecte leur performance aussi. Ou quand ils arrivent pas dans leur victoire, mais ils sont pas premières, ils arrivent troisième ou quatrième, ben ils l'acceptent pas, puis ils braillent leur vie aussi. Tu sais, le sport est là, mais quand tu arrives avec ces personnes-là, c'est des personnes ultra performantes dans leur vie. Mais il faut leur amener à leur faire voir, à dire avec le sport, leur dire, ah, c'est normal que tu aies des échecs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Exact. C'est de ramener cet aspect-là plus positif, mais il n'y a pas tout le monde qui sont formés là-dessus. Il n'y a pas tous les parents aussi qui sont formés comme ça. Tu parles de ça, puis moi, je vais embarquer sur, là, tu le dis, c'est le plaisir avant tout, mais les parents ont quand même un énorme impact là-dessus, sur justement le plaisir, comment l'enfant se sent par rapport à ça. Et l'introduction au sport, comme le soutien financier, comme vous voulez le dire, les parents ont un énorme impact là-dessus. Comment un parent peut se sentir, admettons, on y va avec un chemin que l'enfant, il n'y a pas de fun, mais que, on va prendre par exemple le hockey ou même le patinage de vitesse,
le parent investit quand même une bonne somme sur l'équipement. Des équipements que ça nécessite pas des mises à jour, mais Ben, une mise à jour, du, on grandit des pieds, on grandit. ouais, mettons, puis que ça a été fait sur mesure pour l'enfant, puis il sait qu'il n'y a pas de revente possible pour ça. Et donc, la personne dit, j'ai vraiment pas de fun, et que les parents, les autres en conséquence, forcent l'enfant, ben pas force en tournant un bras, mais met une pression pour dire, En fait, j'investis Tu me pour... permets-tu? ben, moi, j'en ai une aussi. Moi, j'ai des exemples. Ouais, mais, vas-y. ben, tu sais, moi, j'ai beaucoup d'athlètes que le parent investissait beaucoup sur le parent, des Ouais. commanditaires, Ouais. puis des affaires de même. Mais le parent, avant de le rencontrer, tu vois qu'il y a comme lui, il voit pas ce que le jeune vit. Pour lui, le jeune, il pousse, il l'amène, Parce que c'est il son rêve. pense que c'est son rêve. Puis il est encore dans sa vision du jeune que le rêve, c'est ça, puis il l'amène là-dedans. Mais après ça, quand tu rencontres le jeune, là, tu t'aperçois de la situation, parce que moi, ça m'est arrivé souvent de rencontrer le jeune, puis voir, hey, là, David, ça me tente plus de patiner, mais mon père investit, il y a eu 20 000 en commanditaire. Ouais. Je l'ai vu dans le passé, 2 fois même. Puis là, tu fais, OK, là, tu rencontres le parent, puis là, le parent dit, hey, j'avais même pas vu ça. Hein? Puis là, il réalise, puis là, le jeune avait peur de dire, mais le parent, lui, ne voyait pas cet aspect-là. Ouais. Fait que quand tu arrives après ça pour rencontrer le parent, il fait, hey, je savais pas, ben là, avoir su, tu sais. Puis là, quand tu te rencontres, tu fais, oh, là, ça baisse l'énergie, puis après ça, on est capable de faire une bonne transition. Mais des fois, le parent n'a même pas conscience. Fait que comme coach, des fois, la responsabilité, oui, tu rencontres le jeune, mais des fois, il faut rencontrer aussi le parent, puis lui expliquer les bonnes affaires. Puis quand c'est bien expliqué, d'habitude, le parent comprend bien. Même si c'est un parent très intense, il va se ramener à son jeune que c'est Il faut bien l'expliquer, il faut faut pas l'attaquer. Faut pas l'attaquer surtout. Faut pas. Puis c'est ça je veux dire, parce que des fois, avant, moi, je voulais attaquer beaucoup cette situation-là, confronter le parent. Ça fait mal de Puis voir avec le temps, moi, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois des situations de même, puis avec le temps, avec le recul, tu fais, aussi en étant parent, tu fais, hey, as-tu déjà remarqué ça? Hey, non, j'avais pas remarqué ça. Surtout après l'adolescence, le jeune, il se ferme sur lui-même, il va parler à ses amis. Il se rebellise un peu plus. Il va moins parler à ses parents. Fait que, c'est comme une phase importante pour eux autres. Fait que je pense que cet élément-là, il faut prendre conscience que des fois, le parent, il s'en est pas rendu compte, puis ça va vite, là. Entre l'adolescence, le jeune âge, puis l'adulte. Fait que le parent, il le voit encore petit, il l'accompagne, mais là, tu faut même au détriment d'autres parents qu'eux autres, ils relaxent, je l'amène, puis moi, ils s'amusent. Ouais, c'est ça. Parce que là, il y a une affaire qu'il faut que le monde comprenne aussi, c'est que l'enfant ou l'adolescent n'est pas un jeune adulte. Puis c'est ça qu'il faut prendre en considération parce que... Pourtant, il y a des petits bras et des petites jambes comme un adulte. Oui, je sais. C'est un mini-moi peut-être, mais c'est au niveau cérébral, ce n'est pas un jeune adulte parce que les connexions ne sont pas encore faites et tu es encore en période de maturité. La maturité d'un homme, c'est 25 ans. C'est 25 ans. Jusqu'à 25 ans. C'est jusqu'à 25 ans. Les femmes sont un peu plus 21. précoces là-dessus. Ouais, environ. C'est en âge, mais ça dépend du temps. Mais c'est juste pour dire que... Quand on dit maturité, c'est puberté. On parle souvent en âge parce que c'est plus facile, mais c'est le développement du jeune. C'est ça. C'est ce que je veux dire, c'est que son cerveau n'est pas assez développé. Donc, lui ou elle, les outils pour confronter le parent, entre guillemets, pour expliquer la situation, c'est plus difficile. C'est pour ça qu'il y a des fois peut-être, tu sais, je suis pas psychologue, mais tu sais, c'est de faire des fois 1+1, parce que là, c'est plus difficile d'aller chercher justement l'écoute ou discuter, communiquer avec son parent, déjà qu'on est des adultes, puis même moi, j'ai de la misère à communiquer juste avec un de mes collègues. Fait qu'imagine un enfant avec son parent, un qui veut pas décevoir, puis qui veut pas... Exact. Qui veut pas non plus déplaire aux autres, parce qu'en tant que tel, être un adolescent rendu à cette période-là, c'était un gros challenge social, ce qui est encore plus compliqué. Fait que, toi, tu te découvres au hockey au début. Après ça, tu te fais un cercle d'amis. Mais le problème, c'est que si je quitte mon cercle d'amis, ce qu'ils vont me détester, c'est d'autres affaires. Parce que tu l'as dit au début, tu veux que l'enfant ait du fun. Mais des fois, l'enfant, il fait ça pour que les parents aient du fun, pour qu'eux, ils soient contents des autres. Puis surtout qu'ils sont, tu sais, t'es vois dans les estrades, les parents se font des amis, puis il y a des réseaux qui vont se créer. Mais c'est pas toujours le cas, on s'entend. C'est ça. Il y a des sports complètement gang. Mais tu sais, moi je pense aussi, quand tu vas avoir rencontré le jeune puis le parent, c'est de l'éduquer à partir qui rentre dans l'organisation. Exact. Tu sais, un parent qui rentre au hockey mineur va être déjà sensibilisé dans les estrades, tout ça, on les voit passer tout. Mais au même titre qu'au patinage de vitesse, ou bien au soccer, ou tous les sports que j'ai côtoyés en préparation physique, chaque sport a un développement de l'athlète. Il y a un DLTA. Fait que tu sais, il faut se fier à ça. Puis de l'expliquer comme il faut aussi. C'est pas rien de l'expliquer aux jeunes, de l'expliquer aux parents, puis de ramener à ce stade-là. Puis des fois, dans les rencontres, c'est de rencontrer les jeunes, puis aussi, des fois, il faut que tu rencontres certains parents, ben c'est de ramener le stade de développement, où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce que votre jeune a besoin, qu'est-ce qu'il doit sentir. Tout est déjà
il y a des guidelines qui sont déjà Ouais. faites, puis les guidelines sont en continu avec le changement. Là. Fait qu'il est encore là, au Québec, j'aime mieux la version du Québec présentement. Au Canada, il n'est pas encore développé au maximum. Fait que c'est ça. Je pense que c'est de remettre vraiment les choses à l'heure avec les parents pour dire que même si l'enfant il aime pas le sport, même s'il l'aime, rendu à la phase adulte, là, ça se peut qu'il ne fasse pas le sport. Ça se peut qu'il fasse autre chose. Et c'est à ce point-là de sa vie que on doit voir ça et se dire, est-ce que lui va être autonome pour faire autre chose? Ou il va être tellement moromoteur, comme on l'a dit avec moi, avec le patin. Mettons, avec le patin, que moi, je suis Mais vraiment ça change moromoteur. en tout temps. Hein. C'est sûr qu'on peut pas développer un certain potentiel à un certain moment, mais même un adulte, moromoteur, on est capable de rendre. Faut juste voir le long terme à dire, est-ce que ce que je fais là pour mon enfant va faire en sorte que, oui, il va aimer qu'est-ce qu'il fait plus tard, ou même s'il aime pas ça, est-ce qu'il va pouvoir pratiquer autre chose? Sans avoir une pression des autres à dire, je vais pas patiner parce que j'ai jamais appris à patiner quand j'étais jeune, ou je vais pas commencer à faire tel sport, j'ai jamais fait ça quand j'étais jeune. On n'a pas On besoin veut pas les limiter dans une pratique. C'est le fun que, ben, regarde, aujourd'hui, on va à la plage avec la famille, on joue au volleyball. Exact. Tournoi familial, ben, les jeunes ça m'est arrivé dans un camp d'entraînement que les parents ont s'est pris, c'était dans les années 2010 environ. Gros tournoi de volleyball extérieur, on se fait un tournoi avec les jeunes, on se fait une grosse feuille, les parents, les coachs, contre les enfants. On s'est rendu compte que 80% des jeunes ne savaient jamais jouer au volleyball. Et là, on a un problème. On avait des 12, 13, 14, 15 ans. Nous, on pensait ça faire un gros fun. Ben, on a toujours mixé nos équipes. Puis en même temps, à la fin, mais on a développé des habiletés. Fait que c'est de les rendre aussi en capacité. Tu sais, quand on veut le rendre dans la vie active, ben, c'est de dire qu'après ça, quand il va prendre ses décisions, puis il va choisir pas mal plus c'est quoi qu'il aime faire. Ben, j'aime ça l'entraînement musculaire. Ben, je vais me prendre une partie de volleyball. Je suis capable de jouer dans les ligues de garage. Je suis capable, ben, il va être capable de faire d'autres choses. Puis, moi, si j'exemple, moi, présentement, si demain matin, je dis, je vais jouer au hockey avec mes chums, sur la glace, j'ai pas vraiment joué dans ma vie, mais je sais que j'aurai pas l'air d'un pas bon sur la glace. Je peux jouer au basket. C'est sûr que je suis pas le meilleur au basket encore là, mais le but, c'est de dire, ben, je suis à l'aise de faire n'importe quoi. Je serai pas le meilleur, mais je suis capable d'avoir une bonne estime pour faire ça. Je suis capable de lancer un ballon, je suis capable de courir, je suis capable de sauter. Je suis capable de me voir dans l'espace. C'est ça. Ça reprend carrément tout le système scolaire, en tout cas pour le Québec. Ben, moi, je pense que l'importance des cours les profs d'éduc qui veulent enseigner la littératie physique, que c'est justement, comme tu l'as dit, sauter, attraper, lancer. C'est tous les mouvements de base. Puis ça fait en sorte que la personne est plus complète et aussi que rendu à l'âge adulte ou adolescente, peu importe, la personne est surtout confiante et peut développer du plaisir. Parce que si la personne n'est pas à l'aise de faire le sport pour quelconque raison, le plaisir va pas venir parce qu'il y aura une gêne avant. Puis ça peut être une grosse barrière. Parce qu'avant de closer ça, parce qu'on est quand même sur le bord de terminer, là, c'est comme tu le dis, si en tant que parent, tu as réussi à juste maintenir l'amour du sport puis à vouloir justement avoir du plaisir à ton enfant qui est rendu un adulte, je pense que la job est faite. Maintenir l'amour du sport pour ton enfant, pas pour toi qui penses que lui il aime ça. Exact. Que lui est capable de dire pourquoi il aime ça et qu'il y a du fun. Pas parce que toi, tu as du fun. Pas parce que toi, tu es là et que tu y mets de la pression. Ça, c'est une grosse différence là-dessus. Oui, c'est vraiment pour l'enfant puis son plaisir à lui. Même toi, tu peux retrouver du plaisir puis c'est correct s'il veut faire autre chose. Le but d'un parent, c'est de le soutenir, peu importe. Fait que, puis en même temps, il faut voir le jeune aussi. Tu sais, le plus jeune, il ne faut pas le voir comme un adulte. Puis l'adolescent, il n'est pas encore adulte aussi. Fait qu'il y a des choses qu'on peut développer à chaque moment. Exact. Puis tu sais, c'est de jouer avec cette charge de travail-là. Puis un enfant, oui, il peut s'entraîner musculairement de façon sécuritaire, avec le poids du corps au début, on intègre des poids, dépendamment de la fonction du sport. Tu sais, il y a des choses qui sont bien. Fait qu'il faut juste démystifier après ça les mythes, ramener ça sur l'avant-plan, les expliquer surtout, puis de rendre ça facile. Exact. Puis, tu sais, en fait, développer un jeune, c'est simple, ou un adulte ou un adolescent, c'est de l'accompagner, d'y montrer des sports, de se faire connaître plein de choses, puis de bouger avec lui aussi. Puis de pas avoir peur de faire des erreurs aussi, puis d'apprendre. C'est ça. C'est le plus important. Et de t'assurer que la personne est à l'écoute de ce qu'elle ressent pour être capable de dire si elle est à l'aise de dire qu'elle aime pas ça, ou qu'elle veut continuer, ou qu'elle veut pas continuer. C'est sûr qu'il y a des moments qu'il faut l'amener, parce que, tu sais, je comprends qu'il y a des moments, tu sais, je regarde mon jeune, je l'amène des faux patins avant, quand il avait 4-5 ans. Ça ne tentait pas, mais quand il avait sa glace, c'était la plus belle pratique qu'il n'y avait pas de sa vie. C'est ça. Il y a une certaine limite. Au soccer, il n'aimait pas ça. Ben, il est rendu qu'il tripe sur le soccer au fond. Il avait joué plus jeune, il a arrêté de jouer, mais il veut recommencer à jouer il y a 12 ans. Il a joué 2 ans. Et il veut rejouer cet été. Bon, ben, il ne faut pas l'empêcher. Parce que, comment résumer un peu notre épisode? Je dirais, on embarque juste sur la définition
de la surspécialisation parce qu'au final, c'est ce qu'on a abordé. Fait que la surspécialisation, en tout cas, comment on l'a parlé, ce que je vois, c'est vraiment une personne que peu importe le sport qu'il pratique, même si on varie le sport, si ce sport-là ressemble trop à celui qu'on pratique déjà en saison, on engendre une surspécialisation. C'est-à-dire, si la personne fait juste du hockey sur glace, puis elle commence à faire du patin de vitesse, OK, good, c'est une variante, mais il est toujours sur des patins, il varie pas autre chose. Donc, c'est d'amener, tu sais, si je fais un exemple en vélo de route, c'est un sport cyclique, mais on va amener des déplacements terreau là-dedans. Mais l'hiver, on va faire d'autres choses. Ça peut être des arts martiaux, ça peut être des combats, n'importe quoi, tant que la personne ne fait pas toujours la même chose, tant que la personne au risque d'avoir un arrêt précoce du sport parce que la personne est tannée. Ouais, t'es écœuré bien raide parce qu'elle fait tout le temps les mêmes mouvements, un peu de la même manière. C'est une des raisons de la sédentarité, tu sais, c'est des personnes qui sont pas outillées à bouger. Exact. Fait que, tu sais, fait que quand on les outille à bouger à partir de bas âge avec l'école, on les éduque, avec le côté civil ou scolaire pour le développement du sport, ben c'est bien, puis c'est de les intégrer. Puis en même temps aussi, moi j'ai des patineurs qui vont être super vers l'art. Fait que, tu sais, mes meilleurs athlètes, moi en patinage de vitesse, c'est qu'ils ont fait du violon, ils ont fait d'autres choses. Fait que moi, ce que je dis, le développement physique de la personne, mais on oublie souvent que le cerveau est important. Puis quand on parle de musique ou de danse, des choses comme ça, c'est aller chercher le rythme, des choses comme ça. Fait que, tu sais, un gars qui fait de la danse, non, c'est pas grave. Il développe d'autres choses. De la musique. C'est con, mais un violoniste va développer beaucoup le choix de prise de décision. Le rythme. L'aspect d'erreur que, tu sais, il va apprendre à gérer les erreurs. Beaucoup plus parce que, tu sais, ben là, j'ai fait une erreur, mais tu sais, il faut que je continue, là. J'ai pas le choix, je peux pas arrêter ma tonne là, tu sais. Fait que c'est de là à se développer autre aussi, tu sais. On parle de sport beaucoup, mais en même temps, le côté cognitif dans le sport est très bien représenté. J'ai une belle métaphore sur ce que tu viens de dire pour terminer, puis après ça, Mickaël va pouvoir dire le mot de la fin. Donc, la surspécialisation, c'est littéralement comme un livre de cuisine chez une personne. C'est-à-dire, comme dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui n'est pas autonome à se nourrir, c'est quelqu'un qui a peu de recettes en tête. C'est qu'il y a tout le temps une ou deux recettes. C'est que lui, il n'est pas capable de varier autre chose parce qu'il n'a pas appris à cuisiner d'une autre manière. Pour l'entraînement, pour le développement sportif chez le jeune, c'est que si lui, il a tout le temps juste pratiqué un sport, ben ses recettes sont limitées. Il va pas être autonome rendu à l'âge adulte parce qu'il a tout le temps juste pratiqué un sport. Il faut qu'il y ait plusieurs pages de recettes, il faut qu'il y ait plusieurs sports qu'il a fait pour que rendu à l'âge adulte, il soit vraiment complet comme personne pour dire OK, moi je suis capable de sauter de même, je suis capable de faire ça, je suis capable d'écouter de même, je suis capable de réagir de même. C'est une recette qu'on veut offrir à nos enfants pour dire regarde, ce livre-là que je te lègue, ben c'est tous les sports que tu as appris. Puis tu es vraiment plus autonome avec ça dans tous tes choix que tu vas faire. On parle pas au niveau physique, le développement du sport, moi, c'est beaucoup l'aspect mental puis cognitif qui est important à développer dans des phases importantes de choix chez l'adolescent. Concentration. Puis c'est prouvé que ça va l'aider beaucoup plus avec ses humeurs, son anxiété, sa gestion du stress. Puis quand il va arriver dans la portion autonome du cégep, ben souvent un athlète qui a eu à gérer ses examens pendant une période de compétition avec ses entraînements, qui a eu quand même des notes normales, là, comme moi, présentement, que j'avais des 60. On peut me prendre comme exemple, au début, j'avais pas beaucoup de belles notes, mais quand je suis arrivé au cégep, à l'université, c'est là que ça a payé. Parce que c'est là, quand je suis arrivé dans mes passions, que j'ai réussi à mettre le bon temps puis de développer un aspect là-dessus. Fait que moi, ça m'a amené à gérer mes erreurs, gérer mon stress, gérer mon temps. J'ai eu des meilleures notes à cause de ça. J'étais moins bon à l'école avant, mais pourtant, mes meilleures années, c'était à l'université pour le cégep. C'est niaiseux de même, mais c'est ce sport, le passé sportif qui m'a été légué. M'a amené à prendre des décisions et à choisir des choses qui arrivent dans le bon temps. J'adore. Mickaël? Fait que je vous remercie à tous de l'écoute. J'espère que vous avez apprécié. Mot de la fin? Puis moi, j'aurais dit, comme le bon vieux slogan de notre podcast, c'est d'écouter sans modération. Et bon match. Donc, chin-chin pour terminer ça en beauté. Wouh!